Je suis né le jour de la foire de Crète. Pour un Chablaisien, ça s'invente pas, parce que dans la vie, je pense qu'il n'y a pas 50 solutions pour faire perdurer ou arriver à ses fins. Il faut travailler, ça, au moins, il n'y a pas de miracle. De 40 à 50 ans, c'était rare que je me relevais pas une nuit pour aller au boulot. Puis tu l'as pas vu passer, hein. C'est passé. Ah non, ça. Et pendant longtemps, on te dit, écoute ce qu'on te dit. Et puis un jour, on dit, écoute ce qu'il dit. Et ça, c'est très différent. Parce qu'on oublie trop de dire les gens gagnent de l'argent. Et on oublie surtout de dire les vies qu'ils mènent, quoi. Donc, parce que je pense qu'un patron d'industrie il doit aimer ses produits, parce qu'après il y a le marché américain, on vise le monde entier en fait. Puis c'était magnifique ce qui avait été monté. Imaginez-vous, Tenon, Gaillard, Evian, ça sortait de nulle part. Mais là, je peux vous dire, j'ai passé, je crois, la plus mauvaise année de ma vie parce que j'en ai vraiment bavé. Vraiment bavé. Dans la vie, ce qu'il faut savoir, on perd jamais son temps. C'est-à-dire, finalement, ça m'a servi. Dirigeant d'une très très vieille entreprise familiale du Chablais, spécialisée dans la fabrication de petits matériels médico-chirurgicaux, la perfusion, la transfusion, les aiguilles industrielles et vétérinaires, etc., etc. Longtemps passionné et impliqué dans le football chablaisien, il a été en son temps un acteur majeur du succès de l'ETG. Innovant, audacieux, engagé, il s'est même un peu essayé à la politique. Par-ci, par-là. Des projets plein la tête. C'est hyperactif 100%. C'est l'homme que je reçois aujourd'hui. C'est un homme incontournable dans le Chablais. Je reçois aujourd'hui Jean-Louis Escoffier. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Michel. C'est bon, hein? Ah, c'est très bien. Merci, alors à bientôt. J'ai dit, hein, tu es le dirigeant aujourd'hui de l'entreprise familiale Escoffier Frères qui est basée à Publier. Hein. Mais c'est une entreprise qui a été créée en 1957. C'est bien ça. C'est ça, hein? Ouais. Par ton papa? Par mon père, ouais, voilà. Donc, l'histoire est même drôle puisque mon père a créé la société en 1957. Allez, je vais faire un petit peu d'histoire. Oui, c'est bien, on a le temps. Pour les plus jeunes d'entre vous, en fait... mon papa originaire de Tenon, ma maman originaire de Marin, donc petit village tout proche. Voilà, petit-fils de vigneron aussi, parce que je vois que c'est à la mode en ce moment, quand on dit qu'on est petit-fils de vigneron, puisque mon oncle lui-même était vigneron à Marin et plus éleveur. Et ils se sont mariés juste après la guerre, en fait, mes parents, parce que on ne pouvait pas se marier pendant la guerre, c'était un peu compliqué. Et ils se sont mariés à la Libération et mon père a vite quitté malheureusement son Tenon natal parce que pas de travail. Oui. Donc il s'est retrouvé dans la région parisienne, pour être précis à Villiers-sur-Marne, et il a travaillé dans une entreprise. Il était mécanicien hors pair, mon père était vraiment très très fort en mécanique. Et mécanique générale, j'entends, fraisage, tournage, etc. Ouais, ce qu'on appelle la mécanique générale. Mécanique générale, voilà. Je ne sais pas si le mot existe encore aujourd'hui. Si, ça existe encore. Voilà. Il y a une idée aussi autour du décolletage. Oui, c'est à peu près ça. Ouais. D'ailleurs, je vais continuer un petit peu l'histoire. Mais continue, bien sûr. Donc, il s'est retrouvé à Villiers-sur-Marne, hein, dans la région parisienne, dans le 7-7, puisque c'est comme ça qu'on donne, on attribue... Excuse-moi, je te prie de m'excuser, mais Villiers-sur-Marne, c'est le 9-4. Hein. Alors, j'ai fait une grosse erreur. Donc, mais t'es sûr de toi? Certain. Bon, on vérifiera. Non, je plaisante. Ça doit être ça. Si tu le dis, c'est que ça doit être ça. C'est le 7-7. Et il s'est retrouvé très rapidement chef d'atelier d'une usine qui fabriquait déjà des aiguilles, donc à destination du médical. Et aussi en ce temps-là, il y avait quelques entreprises qui avaient quelques difficultés, qui avaient du mal à perdurer. Donc, il a décidé de voler de ses propres ailes, mais avec la seule condition, c'était de revenir dans son Chablais, parce que vraiment, il languissait de revenir dans son Chablais. D'ailleurs, pendant cette escapade parisienne, il a fait un point fort, que ses 3 enfants soient nés à Tenon. Donc ma mère revenait systématiquement. Il n'aurait pas voulu qu'un de ses enfants, alors excusez-moi pour le public hors département, mais il n'aurait pas voulu que ses enfants naissent ailleurs qu'à Tenon. Alors donc, du coup, attends, ta maman était quand même avec lui à Villiers là-bas, en région parisienne. Elle est partie aussi. Ouais. Et dès que ça commençait à vraiment être proche de l'accouchement, elle revenait à Tenon. Exactement. Voilà, elle venait accoucher à la maison Mercier, comme on appelait à l'époque. Très connue. Voilà, donc je suis né à la maison Mercier.
En plus, je vais tout de suite faire l'anecdote, comme ça je la referai pas 2 fois. Je suis né le jour de la foire de Crète. Donc, pour un Chablaisien, ça s'invente pas, mais je vous promets que c'est vrai. Et mon père, paraît-il, m'a connu le 3e jour après la foire de Crète. Oui. Parce qu'il avait autre chose à faire. Forcément. Donc c'était un peu rigolo, mais voilà, c'était l'anecdote. Donc mon papa a construit cette entreprise et tout de suite, il a travaillé avec son frère et sa sœur. Donc c'est pour ça que ça s'est appelé Escoffier Frères, en fait. Et ma maman... ouais, tout de suite familial. Hein, tout de suite familial. Ben ouais, le contexte était comme ça à l'époque. Ouais. Il fallait faire comme ça. Enfin bref, c'était... Et il s'installe où dans ton nom? Il s'installe route d'Armois, la toute première entreprise. C'était sur après... quand vous prenez l'avenue des Vallées, c'est le rond-point qui monte sur Armois. Et donc, il était dans ces eaux-là, avant de déménager au Tissotte, à Thuy. Ouais. Et ma maman, pendant ce temps-là, elle tenait l'épicerie de La Botte. Donc, pour ceux qui connaissent aussi, c'est Amphion. Et elle était plutôt l'épicerie à côté de Zigzag. Et elle a gardé cette épicerie pendant 3 ans. Donc là, aujourd'hui, où il y a un bar maintenant, il existe toujours le bâtiment, qui s'appelait la Maison Mater. Et voilà, ma maman, elle travaillait là-bas. Elle était épicière. Et elle avait une anecdote dans l'épicerie qui fait un peu rire aussi. C'était qu'à l'époque, elle vendait... C'était la grande époque des peignes où on redécouvrait les peignes. Elle m'a toujours fait rire avec cette histoire. Elle vendait un peigne 30 centimes et les 3 pour 1 franc. Et ça marchait très bien. Commerçante, hein. Très commerçante. Et je vous jure que c'est pas une anecdote, c'est la vérité. C'est un truc de fou. Enfin bref, voilà. Et ben mon père, très rapidement, la société a prospéré. Mon père aussi était... Oui, parce que tu es en train de nous raconter quand même une période qui était quand même difficile pour l'industrie, etc. On dit c'était une période où la France redécollait après. Je crois quand même que c'est la plus belle période qui puisse exister dans la mesure, qui ait pu exister dans la mesure où il y avait tout à faire. Voilà. Et je pense que celui qui était entrepreneur dans l'âme pouvait réussir assez facilement. Et on s'est assez démontré que de 1945 jusqu'aux années 70, jusqu'au premier choc pétrolier en 74, si je me rappelle bien. Je suis pas sûr de mes dates, mais je crois que c'est 74. Ouais, donc là, les affaires étaient prospères et les croissances étaient très 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 bonnes. Les 30 glorieuses. On va dire les 30 glorieuses, c'est à peu près ça, ouais. Et du coup, donc rapidement, l'entreprise décolle, quoi. Elle décolle, et puis mon père qui était, je crois que je suis dans sa lignée, quoi, un hyperactif, donc il s'est engagé très très vite. C'était un sportif, il a joué au foot très très longtemps, donc ça c'était un peu... donc ça, le foot, c'est aussi familial. Un mal de famille, ouais. Mon père a été président de la Stella Thonon, donc la Stella Omnisport. Il a été pendant très longtemps, et puis après, il s'est très rapidement engagé dans la politique puisqu'il a été maire adjoint sous l'ère Pianta. Voilà. Voilà. Il a même continué un peu avec Neuraz, avec Paul Neuraz. Et voilà. Et puis il s'est retiré de la politique en 82, si je me rappelle bien. Oui, donc, mais je crois que c'est au moment où Paul Neuraz était élu. Je suis pas sûr qu'il ait été élu avec Paul Neuraz, mais enfin peu importe. Ouais. Il a beaucoup agi. Pour la ville de Thonon en son temps. Voilà, ça j'en reparlerai après. J'ai pris un petit peu le virus aussi. Il me semble. Ouais. Donc voilà, au niveau des affaires et du business, donc moi je suis issu de la 2e génération. J'ai travaillé avec mon frère et ma sœur. Donc l'histoire s'est répétée. Toujours en famille. Ouais, en famille. Après, nous, on a eu un destin un peu différent, puisque ma sœur est décédée maintenant il y a plus de 25 ans, et qui était pharmacienne, et donc qui a fait une partie de sa carrière chez L'Oréal à Paris, en tant que laborantine de recherche. Et du coup, j'ai terminé avec mon frère, et avec mon frère, on a une différence d'âge de 12 ans, donc il a quitté l'entreprise il y a à peu près une quinzaine d'années. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc je me retrouve seul, donc ce qui fait que Escoffier Frères s'est retrouvé sans S. Donc, ses frères au singulier, je me suis retrouvé tout seul, et puis voilà. Et puis maintenant, on peut peut-être même parler de Escoffier fils. Dans les perspectives, donc maintenant, j'ai mon fils aîné qui m'a rejoint maintenant il y a 3 ans, qui s'appelle Valentin, voilà, joueur de foot aussi, ça s'invente pas. Ouais, mais ça... Donc, entre autres... sportif, Valentin. Ouais, sportif, sportif, vélo, foot, tennis, tout ce qui passe à portée de sa main, il le fait. Et voilà, il fait une très bonne entrée dans l'entreprise, il passe très bien aussi, il est très... je pense que
on passe un peu pour une famille un peu mesurée Oui. et pondérée. Bon, Et en plus, compétente. alors oui, ça, la compétence, c'est aux autres à en juger. On peut Permets-moi, pas, alors. on peut pas se juger compétent, mais voilà. Permets-moi alors. Bah, c'est gentil, Bah non, c'est mais gentil c'est de vrai. penser. C'est Voilà, vrai. donc avec mon frère et ma sœur, ma sœur, mais nous ayant quittés en cours de route malheureusement. Avec mon frère, on a basculé une partie de l'activité sur le site d'Amphion, donc là Oui, où on se trouve parce qu'il y a aujourd'hui. ça dans Ouais. les grandes dates Ouais. de ton évolution. Exactement. Vous passez du chemin des Tissot qui était devenu petit, Ouais. puis peut-être moins adapté, et vous avez construit une belle unité de production Ouais, à Amphion. en 2003, voilà. Ouais, en 2003, À l'époque, Thonon n'avait pas encore les zones d'expansion économique capables d'intégrer un site de production pour nous. Donc à l'époque, c'est le maire d'Amphion, Monsieur Comon. C'était Bernard Comon. Bernard Bernard oui, Comon, oui, ouais. oui, Bernard. Qui nous a accueillis en nous vendant un terrain aux Genevries, à Ouais. Amphion. Et voilà, on a pu s'installer en 2003 et jusqu'à aujourd'hui encore. Malheureusement, qui s'avère à ce jour un peu petit, quoi, quand même. Voilà, donc voilà, le raccourci est rapide, mais, je vais juste expliquer. Oui, donc on a, au départ, quand on a intégré cette usine, on se disait mais comment on va la remplir avec mon frère, parce que on était inquiets. On passait d'un site de 800 mètres carrés à 2700 mètres carrés. Oui, ce qui donc était, on s'était dit, on a eu les yeux plus gros que le ventre, ça va être très très compliqué. Et on s'est rendu compte qu'au bout de 5 ans, on a pu justement développer nos activités avec les mètres carrés supplémentaires et très rapidement dire, ben ça y est, on n'a plus assez de mètres carrés. Et est-ce que c'est les mètres carrés qui ont motivé l'expansion ou l'expansion Non, non, faut être franc, c'est le travail et l'opportunité, les opportunités. Ouais. Parce que dans la vie, je pense qu'il n'y a pas 50 solutions pour faire perdurer ou arriver à ses fins. Il faut travailler, ça au moins il n'y a pas de miracle. Et puis la deuxième, c'est avoir un peu de chance aussi, au niveau des affaires. Mais je pense que c'est la résultante du travail, parce que quand on est chef d'entreprise d'une PME comme la nôtre, et je pense à tous mes collègues du même genre, voilà, c'est un travail. J'ose même pas calculer les heures qu'on peut faire dans une semaine. Mais je vais faire un raccourci, mais c'est pas loin du 24-24 quand même, quand on est dans ta position. Maintenant, je suis un petit peu plus âgé, donc j'ai un peu de mal à tenir le 24-24, mais je l'ai fait pendant longtemps. Hein. J'ai monté des services de nuit, j'ai fait maintenant le week-end, enfin beaucoup tardivement, mais ça se met pas en place tout seul, donc il y a beaucoup d'accompagnement. C'est vrai que ma période d'âge de 40 à 50 ans, c'était rare que je me relevais pas une nuit pour aller au boulot, quoi. Puis tu l'as pas vu passer, hein. C'est passé non, ça, comme un clin d'œil. En gros, je croyais avoir dégoûté mes enfants à jamais, parce que c'est des travaux de fou. Puis finalement, non, je vois mon fils, il est content de m'avoir rejoint. On travaille très bien ensemble. Alors évidemment, toutes les fonctions dans une industrie ont changé. C'est plus du tout comme à mes débuts, mais ça c'est normal, c'est un changement. Et tous les jeunes qui rentrent, moi j'ai une équipe remarquable autour de moi. J'ai une bande de 30-45 ans là, franchement, qui me donne l'essence pour continuer à travailler. Des gens motivés, motivants, et je pense qu'on a un travail de proximité, des décisions collégiales. Hein, je suis pas seul et très loin de là, et j'adore. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai été président de foot pendant 20 ans. Oui. J'aime le sport collectif et le travail collectif. J'aime tout ce qui est collectif finalement. Donc désolé pour les sports individuels, mais bon, je suis un peu moins, je suis un peu moins sport individuel. Mais voilà, donc je pense qu'il y a une vraie communion justement entre ces deux mondes. Donc je pense qu'il n'y a pas de hasard. Tu te vois plus comme un entraîneur que comme un capitaine d'industrie, quoi. Non, aujourd'hui, ce qui me fait drôle, c'est quand on vous dit de tous mes clients, parce que d'abord, c'est un jour se réveiller et se dire je suis le plus âgé de la bande. Oh merde. Donc déjà, ça fait drôle. Et puis, c'est se dire tiens, maintenant, tu es un expert. Et pendant longtemps, on te dit écoute ce qu'on te dit. Et puis un jour, on dit écoute ce qu'il dit. Et ça, c'est très différent. Et finalement, ça n'a pas l'air comme ça, mais j'étais quand même bien timide. J'ai travaillé avec des chirurgiens, des pharmaciens, des grosses pontes dans l'industrie médicale. Et forcément, on génère un peu de complexe. Parce qu'on se dit, ces gens-là, ils en savent bien plus que nous. Le syndrome de l'imposteur, quoi, en gros. Ouais, peut-être, mais moi, j'étais... je les ai toujours...
idéalisé en fait ces Ouais, gens-là ouais. et d'ailleurs ils le méritaient hein, parce Oui, que bien sûr, mes hein. clients avec lesquels sont devenus des amis avec Mhm. lesquels j'ai travaillé. Aujourd'hui, on a des relations amicales. Alors c'est vrai que ça peut paraître drôle d'avoir des clients et liés en amitié, mais moi ça me dérange pas du tout. Ça n'empêche pas qu'on peut se battre sur des prix ou sur des marchés Oui, non, mais ça c'est autre ou chose. créer des tensions, mais on a développé une relation amicale, notamment par le foot, parce que souvent, Mhm. malgré tout, Et donc ces grands ponts de la chirurgie, Ouais. etc., quel rapport tu avais avec eux? C'est avec eux que tu as Bah, fait avancer tes produits aussi? Alors au départ, c'est ce que je dis, j'étais timide, je les écoutais et je me Mhm. disais mais ils n'ont pas tout à fait compris ce qu'il fallait faire. Mais finalement, je mettais beaucoup de réserve à mes propos parce que je pensais qu'ils étaient nettement supérieurs à moi. Puis petit à petit, on prend confiance, on se dit mais non, il est pas dans le vrai, il faut lui expliquer. Lui, il sait très bien faire ce qu'il a à faire, mais moi, Ouais. je sais comment lui fabriquer ce dont il aura Ce dont besoin. il a besoin. Ouais. Donc finalement, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire Mhm. que maintenant, pas plus tard que ce matin, j'étais dans un call avec les innombrables calls qu'il y a maintenant. Oui, parce qu'on fait Avec- plus de téléphone hein, maintenant, on fait des Ouais, calls. on fait hein. les calls, ouais, c'est ça. Donc ce matin, j'étais avec toute une bande de clients. Finalement, je leur expliquais comment il fallait faire. Et voilà, ben, c'est des gens plus jeunes que moi. Et je me rends compte que mon expérience au fil des années leur est très utile. Et c'est ce qui fait un peu le succès de la boîte, parce que finalement, je suis toujours là. Je forme les gens qui sont à côté de moi. Et voilà, plus je pense à me détacher, et plus ils viennent à moi. Et plus ils te Donc, ramènent. ouais, Ouais. c'est à peu près ça. Mais il viendra un jour où Oui. où je ralentirai quand même, ça Enfin, c'est sûr. J'ai envie de profiter de Aujourd'hui, ma bientôt période troisième âge. Ouais, bon, t'es encore jeune et surtout, c'est l'esprit Ouais. qu'on voit, t'es toujours au taquet, quoi. Il n'y a pas de souci avec ça. Non, puis je vous cache pas, il y a quelques années, je pensais à ma reconversion en disant je j'ai pas vocation à travailler jusqu'à 80 ans. Et malgré ma passion, mais je me disais quand même, je vais peut-être profiter un peu d'autre chose. Bah oui. Et puis finalement, j'ai donc 3 enfants, j'ai 2 garçons, une fille. J'ai une fille qui est je vais tout de suite en parler comme ça. Oui, elle est contente. Elle est dans le métier du spectacle, elle est scénariste, elle adore le cinéma, donc elle espère en faire son métier, donc je l'aide un petit peu pour qu'elle réussisse. J'espère qu'elle réussira. C'est compliqué, mais Non, mais il n'y a pas de raison. voilà, il n'y a pas de raison. Travail, volonté. Et j'ai mes 2 fils qui ont des profils tout à fait adaptés sans le vouloir. Hein. Je l'aurais pas. À mon époque, non, on était tous bien tracés pour le nos faire. avenir. Hein. Ma Ouais, sœur pharmacienne, mon frère diplôme d'économie et moi diplôme technique, et on couvrait l'ensemble de la société. Mais Impeccable. ça, c'est fini, ça. Maintenant, donc Non. mes enfants, je leur voyais pas m'imposer en disant qu'est-ce que vous faudrait faire ça pour l'entreprise. Donc finalement, j'en ai un qui a fait une école de commerce, là, c'est Valentin. Donc lui, c'est vraiment sa spécialité. En plus, il a un truc par rapport à moi, c'est qu'il parle couramment anglais. Et ça, ce sera, je crois, mon plus gros désespoir de ma vie. Ouais. Et je suis toujours en admiration pour les gens qui parlent plusieurs langues. Ouais. Ah ça, je rêverais d'être. Et mon fils, il a cette capacité. En peu de temps, il arrive à acquérir une langue. Et ouais, vraiment, c'est vraiment trop bien. Et puis il a un charme fou. Ouais, ça Faut vous le lui dire. demanderez. Non, mais dans le commerce, tu vois, c'est Ah, important. pardon. Non, c'est important. Ouais, non, il passe bien. Ouais, il passe bien. Il est simple, il est sympa. Il est très sympa. Ça se passe bien. Et il a un petit frère, donc qui a 10 ans de moins et qui finit ses études d'expert comptable. Ah oui, c'est bien ça Donc aussi. voilà, lui c'est la gestion, c'est son truc. Alors lui c'est marrant parce qu'on parle pratiquement d'égal à égal. Et d'ailleurs je me demande, je pense qu'au niveau gestion il en sait plus que moi déjà maintenant. Ouais, enfin t'as quand même plus d'expérience. Hein. Ouais, j'ai l'expérience, mais lui il a plutôt la technique. Ouais, mais il est sur la théorie pour l'instant. Ouais, on est bien d'accord. Mais voilà, mais un gosse qui d'ailleurs aussi au passage ultra sportif, mais lui il a mal tourné, il a fini au basket. Non, je rigole. Il a mal tourné. Mais en fait le foot l'intéressait plus. Et il m'a demandé un jour de faire du basket et je lui ai dit bien sûr. Et puis aujourd'hui, j'ai encore peut-être presque plus plaisir d'aller voir des matchs de basket. Enfin, j'aime le rugby. Enfin, j'aime les sports courts en fait. Voilà. Ouais. Mais lui, donc, il fait de brillantes études. Il a terminé cette année, donc il a tout réussi sans jamais sauter. Et lui, mes 2 fils, je les ai pris avec toi pendant quelques mois. Non, mais j'aurais dit on va faire le tour du propriétaire. Ah, oui. Donc, je vais vous expliquer ce que je fais et de ce qu'on peut en faire. Et si vous me donnez un avis favorable, sans évidemment me signer un papier, c'est mes enfants, ils sont assez libres de faire ce qu'ils ont en haut, vous savez, c'est pas le cas partout. Oui. Mais je leur dis voilà, moi je vous laisse un outil de travail, si vous voulez le prendre, vous le prenez, si vous voulez pas le prendre, je le remettrai à quelqu'un qui le voudra. Et ils m'ont répondu ok. On le fait. Donc j'étais un peu étonné, j'avais 4 ans de moins à ce moment-là. Et du coup, je suis reparti à fond. Comme en 14. Mais à fond, et là, je travaille beaucoup.
Je sais pas pourquoi, il m'est arrivé des projets là de nulle part, et où on est en train de générer une petite révolution donc au niveau de l'entreprise qui est devenue un groupe maintenant. Donc voilà, donc très content qu'il soit là. Et puis je répète, avec une équipe malgré la Suisse qui me sont fidèles et qui bougent pas. Parce que ça, oui, là tu viens de dire un point important pour un patron en Chablais, malgré la Suisse, parce que pour un patron, malgré la Suisse, quoi. Alors j'ai 2 cadres qui m'ont quitté il y a quelques années. S'ils écoutent, ils se reconnaîtront. Ils sont revenus 2 ans après. Ah, bah voilà. Les 2 sont revenus, m'ont demandé parce de revenir. Alors on peut l'appeler comme ça, ce dumping salarial que nous apporte la Suisse, c'est un vrai problème quand même, souvent. Non ? Moi, je vais être un peu plus logique. Oui, effectivement, pour celui qui est en difficulté financière ou qui a... Je pense que la Suisse est capable de remettre en état n'importe qui à cœur vaillant, quoi. Financièrement. Mais ça dure qu'un temps. Parce que alors, il y a des gens qui font toute leur carrière en Suisse et je les félicite parce que se lever tous les matins à 4 heures... parce qu'on oublie trop de dire les gens ils gagnent de l'argent, mais on oublie surtout de dire les vies qu'ils mènent, quoi. Donc, moi, je les admire. Hein. Pas plus tard qu'hier soir, je me suis autorisé 1 heure pour aller me balader au bord du lac et j'ai vu un bateau de frontalier rentrer. Je leur tire mon chapeau. Donc, je les oublie pas. Alors, peut-être qu'aussi, le fait de rester en France et d'habiter à proximité donne du pouvoir de vie aux gens, assorti à un travail intéressant. Et avec un circuit de décision court, c'est-à-dire qu'ils sont... Je pense qu'on a tous les ingrédients pour réussir, sauf le salaire, évidemment, puisqu'on ne sera jamais au salaire de la Suisse. Tu ne peux pas t'aligner, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, donc, ta petite équipe, là, vous êtes combien ? On est beaucoup. Bah oui, c'est pour ça. Mais j'ai créé beaucoup de choses en cours de route. Donc actuellement, le groupe, on est 200. 200. Voilà, donc... Parce que finalement, tu n'es plus qu'en Chablais pour produire. Non, mais il y a longtemps déjà. On avait une entité en Haute-Garonne, à côté de Toulouse, donc où il y a 10 personnes, enfin entre 9 et 10 personnes, ça oscille d'un poste. Il y avait un savoir-faire là-bas. Il y a un savoir-faire là-bas. Dont tu avais besoin et que tu as racheté il y a une dizaine d'années, c'est ça ? Voilà. Non, je ne l'ai pas racheté celui-ci. Celui-ci, c'est une création aussi. En 1972, d'ailleurs, on va fêter les 50 ans cette année. Oui. Donc là, on fabrique du tube inox, justement, pour fabriquer des aiguilles. Donc au départ, si vous imaginez un petit peu ce qu'est une aiguille, il y a un bout de tube avec un biseau pour percer la peau ou autre. Et il faut du tube au départ, et ce tube, on le fabrique à Toulouse. Alors pourquoi Toulouse ? Parce qu'à l'époque, il y avait un mec qui s'appelait Comminges, un monsieur Comminges, que j'ai évidemment connu en 1972, qui avait écrit à mon père en disant « Écoutez, je sais que votre tube, vous ne savez pas le faire, vous allez l'acheter en Allemagne, au Japon, etc. Moi, j'ai le savoir-faire, mais la boîte dans laquelle je travaille, à Muret, donc au sud de Toulouse, ferme. » Alors il dit « Écoutez, moi, je vais vous fabriquer votre tube, mais vous me faites l'usine dans mon jardin. » Et ça a été banco. Et ils ont fait l'usine dans le jardin de ce mec. Mais non. Mais qui depuis évidemment est mort, où il y a eu la 2e génération, voire la 3e génération, mais maintenant c'est un peu plus compliqué parce qu'on est toujours dans le jardin, mais le terrain nous appartient. Oui. Mais disons que les voisins maintenant on les gêne un petit peu, donc enfin bon, ça c'est l'anecdote. Mais on est resté là-bas en fait, parce qu'aujourd'hui n'importe quelle industrie aurait rapatrié sur le même site toutes les entités. Ça semblait logique. Ouais, mais nous on est illogique. Et puis on a surtout un respect humain, donc les gens qui sont de Toulouse, et quand je vous dis là-bas ça s'appelle le pays de Comminges, et quand on s'appelle Comminges, même si la Haute-Savoie est belle, elle est même très belle, je pense que les gens ils auraient du mal à venir. Surtout que la Haute-Garonne, on est aux portes des Pyrénées, donc les montagnes sont pas si loin, et croyez-moi c'est un joli coin. Donc ce monsieur Comminges là finalement, il t'a permis de... Alors c'était pas ma génération, mais il nous a permis de devenir autonome. Et t'as intégré... Et aujourd'hui, puisque je parle du groupe, aujourd'hui, bien nous en a pris parce qu'on vend du tube inox. Alors, 60% de la fabrication de ce site vient en Haute-Savoie pour être transformé. Pour toi. Et 40%, on vend en direct depuis là-bas, notamment Airbus Industrie, puisqu'il y a pas mal de tubes. Alors, pas dans un Airbus, mais plutôt dans les maquettes, dans les ailes. Donc, pour faire des tests, etc. Donc, et aujourd'hui, on vend à peu près 40% de notre production, sachant qu'on fait 1000 km de tubes par an. Ah oui.
pour vous donner un peu un ordre Pas d'idée. mal. Alors du tout petit. Oui, petit parce diamètre. qu'il faut bien expliquer aux gens qui nous écoutent. On n'est pas sur du tube de plomberie, là. On est vraiment sur du Du truc... tout petit. Alors pour ceux à qui ça parle, on commence à 0,3 mm. Ah oui, Donc c'est la taille d'un cheveu. voilà. Pour Moi, situer je un sais petit pas peu trop où ce les que tiens, c'est, ça mais- va être difficile. Voilà, et on va jusqu'à 5 mm de diamètre. Et voilà, c'est du tube qu'on vend. On a des gros marchés dans le domaine vétérinaire aussi, parce que ça aussi, c'est un marché paramédical pour nous. Ouais. Mais la grande majorité revient sur le site de Thonon-les-Bains, qui va bientôt fermer parce qu'on va tout rapatrier sur le site d'Amphion. Voilà. On a encore une petite entreprise sur Thonon qui, lui, transforme le tube, Ouais. le nettoie et l'affûte Oui, pour ça, faire une aiguille. c'est tes anciens locaux, les locaux historiques de l'entreprise. C'est les locaux historiques de l'entreprise, exactement. Mais Voilà. là, tu vas recentrer Ouais. tout à... Voilà. Et c'est pas tout, Toulouse. Alors, T'as voilà. aussi... Bon, après, il y a eu Amphion, je vous en ai parlé tout à Ouais, l'heure. ça. Donc, on va dire que la partie savoyarde fait 110 personnes. Ouais, c'est ça. La partie haut-garonnaise fait 10 personnes. Ouais. Et après, j'ai ouvert 2 nouvelles entités. Ouais. Donc, une en Tunisie, Voilà. donc à la Soukra, c'est au nord de Tunis. Voilà, comme je dis souvent, c'est mon deuxième pays. J'adore aller là-bas. J'aime les gens. Il y a encore une sincérité qui n'est plus à démontrer. La parole a beaucoup d'importance. Et pour moi, C'est qui suis important. issu d'une génération maintenant certaine, j'aime bien quand on balance quelque chose ou quand on donne une parole, et ben celle-ci est respectée sans forcément l'écrire. C'est bien, ça. Oui, pour moi c'est très très Pour bien. moi aussi. Et, franchement, et en fait, j'ai pas eu trop de mérite au départ parce que j'ai récupéré les locaux de mon plus gros client qui m'a demandé de m'installer là-bas pour sous-traiter une partie de ses opérations. Et finalement, alors à l'époque, ça m'avait valu des questions métaphysiques de mon personnel qui étaient persuadés que j'allais entièrement délocaliser la production sur la Tunisie. Et je leur avais dit, vous verrez, on en reparlera dans 10 ans. Donc c'est 2012 et c'est cette année, 2022. Je viens d'en reparler avec mon comité d'entreprise. À l'époque, en Fion, on était 80, maintenant on est 110. Oui, donc. Et maintenant, il y a 60 personnes en Tunisie. Donc finalement, ça a créé des emplois en France. Et nous, ça nous a amélioré nos marchés parce qu'il y a des marchés qui auraient disparu puisqu'on n'aurait plus été compétitifs, Voilà. notamment dans certains marchés de masse. Là-bas, tu fabriques des choses à bas coût, bas marge. C'est pas tout à fait ça. Je sais pas, non, je sais pas. En fait, on fabrique du matériel en France qui part en Tunisie et qui va être livré à notre plus gros client qui est installé en France, en Pologne et en Tunisie. D'accord. Voilà. Donc c'est un C'est gros labo. c'est ton un gros labo. organisation. Ouais, c'est une organisation et aujourd'hui ça marche très très bien. Et puis les gens maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que bon, on n'a pas pu se mélanger avec le Covid parce que pendant 2 ans il y a eu interruption totale de mélange. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des échanges. D'abord, maintenant les gens d'Amphion adorent aller faire un petit stage en Tunisie parce que le soir, il y a des conditions qui sont sympathiques. On a un bel hôtel, une belle piscine, etc. Ouais. Donc des petits massages. Enfin, ça peut être très sympathique. Et puis les Tunisiens adorent venir ici. Ouais. Donc il y a des échanges professionnels en permanence. Et maintenant, c'est des collègues de travail. Ouais. Et tout le monde parle le même langage. Et c'est vraiment une belle expérience humaine et une belle aventure. Et puis comme j'en avais pas assez, j'ai rouvert une entité. Donc là, c'était en prévision d'une extension. De ma non-extension sur le site d'Amphion parce que compliqué. Parce que ce site est enclavé, quoi. Alors, il n'était pas vraiment. J'aurais pu avoir une possibilité d'extension, mais là, faut être rationnel. Une grosse expansion économique avec des besoins personnels ici, c'est compliqué. D'accord. Ça, toutes les études qui ont été faites, je le vois aujourd'hui avec un emploi qui marche à fond. Là, pour trouver, j'ai recruté 5 personnes depuis le début de l'année. Pour l'instant, j'en ai que 2, quoi. On n'arrive pas à trouver du personnel. Ouais, il en manque. Ouais. Donc c'est extrêmement. C'est du personnel très qualifié. Non, pas du tout. Non, je parle même pas de ça parce que le personnel très qualifié, oui, effectivement, c'est encore plus dur. Alors le personnel très qualifié. On passe par, on a tous les mêmes réseaux maintenant, donc pour trouver du personnel très qualifié ou qualifié. Et alors ils viennent ici, l'entreprise, ils sont à fond, tout va bien. En général, ils viennent avec femme et enfants le vendredi. Ils vont passer le week-end pour voir comment c'est. Alors ici avec les montagnes, le lac, etc. C'est super. Là où ça commence à coincer, c'est quand ils vont dans les agences immobilières et quand ils commencent à regarder le prix d'un F4 à Thonon ou à Evian, à publier, à Scier, etc. Et qu'eux, ils viennent souvent d'une région de France où les prix sont divisés par 30%.
Donc finalement, quand ils font leurs calculs, etc., et puis la cherté de la vie dans le coin, c'est ce qui rend difficile les recrutements. Bah, c'est pas que c'est pas rentable, mais ils viennent pas, quoi. Donc, du coup, ils viennent pas. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc du coup, ben, j'ai eu l'opportunité de récupérer des bâtiments dans le médical d'une entreprise dans le Berry. Et j'ai été très bien reçu là-bas. Donc je dis pas qu'ici je suis pas bien reçu, mais je répète les conditions. Mais j'ai été très bien reçu et j'ai eu l'opportunité de récupérer des bâtiments pour exploiter des salles blanches, etc. Donc pour avoir une diversification de mon job. Et bien m'en a pris parce que là, j'ai récupéré 2 jobs. Enfin, je suis en train de finaliser deux nouveaux jobs dans ce qu'on appellerait l'agroalimentaire. Donc, il y a un projet là-dessus. J'ai récupéré un brevet que je n'ai pas fait moi-même, mais des canettes refermables en fait. Ouais. Donc, ça c'est un projet qui a une forte demande aujourd'hui. Pour la raison très simple, c'est que, et là ça m'ennuie pour mes voisins d'Amphion, mais on sait tous que les bouteilles plastiques vont avoir des problèmes dans les prochaines années. Ça a commencé. Ça commence, et notamment avec les nanoparticules de plastique, c'est un peu compliqué. Et au jour d'aujourd'hui, y en a qui se frottent les mains à la place, c'est ceux qui font de l'aluminium. Et au jour d'aujourd'hui, moi, j'avais racheté ce brevet donc il y a quelques années sans savoir que ça allait tourner comme ça, parce que je croyais en ce produit. Et finalement, là, on commence l'exploitation et on va en faire et donc, du coup, des millions et des millions. Ouais, si j'ai une canette de soda, j'ouvre, je bois un coup, mais si je ne veux pas finir, grâce à ton truc, je peux refermer. Exactement. Et les bulles restent. Et barrière au gaz, étanche, donc etc. Du coup, effectivement, c'est quand même notamment pour les gros volumes, parce qu'effectivement, ça dépend des volumes. Au jour d'aujourd'hui, quand vous buvez une canette de n'importe quel produit, si ça fait moins de 25 ml, 33 ml, on arrive à le boire très rapidement sans avoir la nécessité de refermer. Par contre, au-delà, si je veux faire à part celui qui a une très grosse soif, boire 530 ml de bière en un coup, c'est un peu compliqué. Donc finalement, cette canette, on se la travaille. Vincent, il y arrive. Il a d'entraînement. Il a d'entraînement. Mais voilà. Mais après, de toute façon, on est vraiment content de ce produit parce que là, on travaille sur plein d'opportunités. Parce que là, je vous parle que de l'alimentaire, mais il y a aussi tout ce qui est dans une salle de bain, shampoing, enfin tous les produits de beauté ou les produits qui vous servent dans votre salle de bain. Quand vous analysez un peu votre salle de bain, vous allez voir tout le plastique que vous générez, qu'on pourrait remplacer, que vous consommez, qu'on peut remplacer par des contenants différents de plastique avec des bouchons refermables. Et donc là, on travaille sur ces opportunités aussi. Parce que l'alu, c'est recyclable. Ça va même jusqu'au. On en parlait l'autre jour, les petites boîtes de Tic Tac, vous savez, quand vous avez dans votre poche. Donc c'est bourré d'anecdotes, mais finalement, c'est des marchés monstrueux. Pour lequel je suis venu un peu par hasard parce que ce produit me plaisait en fait. Parce que je pense qu'un patron d'industrie il doit aimer ses produits. En tous les cas, ça fait drôle de parler comme ça. Non, mais c'est vrai. En tous les cas, c'est vrai. Et là, c'est un projet d'envergure pour nous qu'on est en train de démarrer sur ce site. Et du coup, tu vends 30 centimes et les 3 1 euro, c'est ça? Non, là, je pense que là, ça a bien évolué. Non, c'est des marchés de masse. C'est de la grande distribution. Là, on est sur là, on travaille sur des produits. Très, très gros volume. Très, très gros volume. Chose dont tu n'as pas tant l'habitude, parce que même si effectivement il y a du volume qui sort de ton usine d'Amphion, c'est pas tout à fait les mêmes échelles quand même. Non, là c'est la première fois qu'on parle de centaines de millions de pièces, pour pas dire plus. Effectivement, moi mon échelle maximum c'était par centaines de milliers et pas par centaines de millions. Donc, et quand tu penses à ça, il y a une espèce de vertige Oui, c'est vrai, parce que là je manipule beaucoup de chiffres en ce moment, et puis donc on va réaliser une nouvelle usine sur ce site. Là, on passe de 2007 à 8500 mètres carrés, donc c'est un investissement important. Mais il n'y a pas que ce projet en fait. Près de 10 000 mètres. Près de 10 000 mètres, c'est un truc très très important. Il y aura à peu près entre 150 et 200 emplois aussi à la clé. Et il y a associé à un autre projet dont je ne peux pas trop vous parler parce que là pour l'instant il est en cours de... Il est breveté, mais on est en train de le développer. Et c'est un produit aussi à très forte consommation qu'on est en train de... Mais là qui est plutôt dans la chimie. Donc à usage humain et vétérinaire, mais c'est pas des engrais, c'est pas non. Je vous rassure tout de suite, c'est des produits même écologiques, donc on en est vraiment très très fiers, et c'est un produit qui va démarrer déjà en 2022. Et donc à moyen terme, tu peux même doubler, même tes effectifs. Alors je vais aller jusqu'au bout. Bien sûr. Le site d'Amphion, il reste pas immobile.
puisque là récemment il y a eu quelques articles de presse qui ont paru, donc on a été avec grande fierté sélectionné par France Relance pour avoir une aide importante. Donc c'est bien. franchement, on s'y attendait. Bon, on a fait tous les dossiers mais on était pas pessimiste, mais en tous les cas, on ne croyait pas trop. Optimiste. Et franchement, notre dossier, je crois qu'il y en a 52 en France, ou je ne sais plus le chiffre exact, mais donc, c'est assez fier. Et donc là, ça va mettre un boost. Là, on va faire là, en fait, le site d'Amphion va être 100% dédié au médical maintenant, et notamment ce qu'on appelle le surmolage, des aiguilles. Donc, de toute façon, le nombre de personnes restera. Il y aura même certainement d'évolution. Mais avec un produit phare, donc un bistouri électrique de nouvelle génération, qui sera commercialisé en 2024. Donc là, ça aussi, c'est nouveau, quoi. Enfin... C'est nouveau, c'est 2 ans de travail de mon bureau d'études. Il faut savoir aussi que j'ai 5 personnes en bureau d'études. Oui. Donc des ingénieurs. Et c'est sur ce bistouri-là que France Relance te file un coup de main. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait un dossier. C'est un produit qui va faire économiser de l'argent au système de santé. J'espère. Parce qu'il est moins cher. Non, mais il est moins cher. Il est moins cher à l'utilisation, et non seulement à l'utilisation, mais même à l'achat. Donc, on est assez content, et il est beaucoup plus sécuritaire pour le patient. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien. Je vous en dis juste 2 mots. Pour ouvrir une personne, moi-même, je viens de me faire mettre une prothèse d'ange, donc j'ai une jolie balafre de 20 cm. Ah oui, tout de même. Et aujourd'hui, on utilise des pinces, des bistouris, qui sont monopolaires ou bipolaires. Donc, on envoie un champ électrique dans le patient pour pouvoir ouvrir et cautériser en même temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas diffusion de sang, et on peut ouvrir. Mais ça, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Et là, l'inventeur, donc là, je travaille avec un associé qui a inventé le produit, il a fait une technologie tripolaire. Ça veut dire qu'il a pris le meilleur des 2 technologies pour en faire une nouvelle. Et donc, on a divisé par 10 le champ électrique pour opérer le patient, donc beaucoup plus sécuritaire, et entre autres, et la qualité de la découpe aussi très très bonne. Et donc, tu as encore 1 an, une grosse année de développement, quoi. Alors en fait, c'est plus du développement, maintenant le produit est développé, c'est du réglementaire en fait, parce qu'il faut obtenir des autorités, ce qu'on appelle le marquage CE. Oui, le fameux. Donc voilà, mais on est entre guillemets sponsorisé par les armées, puisqu'il a été retenu comme projet de l'année, donc au niveau des armées. Donc ils veulent, alors eux, si vous voulez, ils vous aident à faire au moins tout ce qui est test clinique, parce qu'ils ont tous les chirurgiens possibles et inimaginables, c'est l'armée. C'est peut-être une grande muette, mais en tous les cas, ils sont hyper bien organisés. Notamment pour les hôpitaux de campagne, bien sûr, et tout ce qui va avec. Donc ils nous proposent leur service pour tester les produits, ce qu'on appelle les tests cliniques. Donc là, on va être en plein dedans. Là. Et puis une fois qu'on aura passé toutes ces étapes, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et donc après, on obtiendra, si tout va bien, on obtiendra le marquage CE des autorités. Donc et un gros marché des autorités de tutelle. Alors le marché ne sera pas gros dès le départ. Non. Mais il sera exponentiel, parce qu'après, il y a le marché américain. On vise le monde entier, en fait. Le monde. Le monde. Chablais et demain, le monde. Donc, c'est un beau produit. Je trouve que pour une entreprise de 1957, ça innove quand même toujours pas mal, quoi. Moi, je me dis que c'est dommage, j'ai juste 10 ans de trop. On se dit tous un peu ça à un moment donné. Non, mais c'est des projets qui sont hyper captivants. Je les verrai naître et je les verrai embellir, mais c'est vrai que ça annonce une belle prospérité pour l'entreprise et en tous les cas de la longévité aussi. Ça c'est important. Parce que dans le médical, on a au moins cette chance, c'est que contrairement à un tas d'autres secteurs d'activité, nous on progresse lentement mais sûrement. Ceux qui travaillent pour des secteurs, je vais prendre les plus connus, l'électronique, l'automobile, la téléphonie, quand il y a une croissance, c'est exponentielle. C'est phénoménal. C'est souvent à 2 voire 3 chiffres. Nous, on ne connaît pas ça. Mais on ne baisse jamais finalement. Nous, on augmente gentiment. Mais par contre, aujourd'hui, nos produits phares, ils ont déjà 10 ans par exemple. Ils ont 10 ans. Sont toujours aussi et c'est des produits qu'on fabrique à hauteur de 20-25 millions de pièces par an. Donc situer un peu le débat. Donc c'est passionnant, captivant. Je pense que les gens qui travaillent autour de moi le ressentent. C'est vraiment très bien. Et puis ça donne envie, quoi. Donc exactement. Là, tu nous as donné envie. Hein. Là, il y a mon Vincent. Là, il est. Non, mais, donc ça, c'est le volet du chef d'entreprise, du monde économique. Mais il y a, tu l'as dit aussi, et puis je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi chez toi cette passion pour le collectif, pour l'associatif. Et donc, depuis très très longtemps, tu as œuvré dans le monde associatif, et notamment dans le Chablais, tu es très connu
pour le football. Ouais. Et Évian-Thonon-Gaillard. Donc tu as été président de l'association, c'est ça, pendant très longtemps. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes, parce qu'en 20 ans, en 20 ans, j'ai travaillé avec beaucoup de gens, mais notamment la plus grosse partie. Enfin, au départ, j'ai été formé par quelqu'un qui s'appelle Henri Vuillet, qui était le directeur de Bolloré. Donc c'est lui qui m'a transmis. Au départ, c'était Olympique Thonon-Chablais, tout simplement. Olympique Thonon-Chablais. Voilà. Donc il en avait marre. Moi, je suis revenu dans le foot avec mon fils aîné. Valentin. Voilà, Valentin. Puisque j'ai habité Sciez un petit moment et après je suis revenu à Thonon. Et forcément, donc j'accompagnais mon fils. Il voyait bien que je développais un peu plus que de regarder les matchs. Et petit à petit, j'ai intégré le board. Je suis le comité directeur, etc. Ouais. Puis un jour, Henri Vuillet m'a dit, écoute, allez, il est temps que tu prennes. D'ailleurs, au début, la première année, j'ai partagé le poste avec Stéphane Gantin, qui est un Thononnais très connu. On est en quelle année à peu près là 2003. 2003. Ouais, c'est 2002. Pour être précis, 2002. Oui, ça fait 20 ans. Il y a 20 ans. Ça fait 20 ans. Pendant une année, il m'a accompagné. Après, je me suis retrouvé tout seul. Et puis un jour, Jean Donnet est venu me voir, qui lui-même avait rencontré Franck Ribou, la famille Duprat, avec la belle aventure de Gaillard, mais ils étaient en perdition financière à cette époque-là. Donc c'était où Danone rentrait dans le projet, où Gaillard disparaissait, parce qu'il y avait financièrement, c'était pas possible. Très très compliqué. Donc même impossible. Donc rapidement, il a fallu convaincre des gens qui n'avaient pas forcément envie de se rencontrer. Mais pour l'intérêt sportif au Savoyard, on a rangé nos rancunes, on a mis nos rancunes de supporters ou de clubs adverses de côté. C'est donc possible. Ouais, c'est possible. C'est comme travailler avec Évian, c'est possible aussi. Bah oui, a priori. Donc voilà, on m'a toujours dit que c'était impossible que Évian travaille avec Thonon et Thonon travaille avec Évian. Moi, je l'ai fait sans aucun problème. J'ai jamais eu de problème à ce sujet-là. Et j'ai des amis à Évian. On a un ami commun, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Ouais. Donc, Pascal Jacquier, pour ne pas le citer. Pascal Jacquier, si tu nous écoutes. Voilà. Donc, tout ça pour dire que oui, quand on met au service de la population et nos petites rancœurs, c'est-à-dire de mettre de côté nos rancœurs et d'œuvrer pour l'avenir, on peut faire des jolies choses. Et là, on a fait vraiment des jolies choses. Rappelez-vous tous, où on est allé. Donc c'était l'œuvre de plein de gens. Ouais, mais donc toi, en 2003-2004, tu prends les rênes seul. Ouais, de l'OTC, oui. Voilà, de l'OTC. Et en quelle année très rapidement. T'arrives en Ligue 1, quoi, en gros. Ligue 1, c'est 200008. Ouais. Donc, mais la transition a été très vite parce que le club était redescendu d'un cran. Ouais. L'année où on revient ensemble, ça redescend d'un cran. Ça arrive. Franck Ribou met la main au portefeuille, etc. Donc il y a une réorganisation. Henri Vuillet revient sur le devant de la scène. Aussi. Il redevient président du club à l'époque. Il sera succédé par Boubacar Makalou. Boubacar Makalou. Très connu. Voilà, donc transfuge de Danone. Ouais, bien sûr. Donc voilà, et Franck Ribou, très présent, toujours aux aguets pour l'aventure du club. Oui, parce que Monsieur Ribou, Franck, il avait vraiment ce truc-là, quoi. Ce projet-là, ça lui tenait à cœur. Ça paraît à peine croyable, mais il lui fallait les résultats de toutes les équipes, tous les dimanches soirs. Alors, je dirais pas jusqu'au poussin. Non, mais en tous les cas, il s'intéressait pas qu'à l'équipe première. Il avait une véritable foi en club. Ouais. Et puis, c'était magnifique ce qui avait été monté. Imaginez-vous, Thonon, Gaillard, Évian, ça sortait de nulle part. Des clubs qui étaient souvent en perdition, etc. L'aventure était magnifique. Donc après, effectivement, le fait de déménager à Annecy, à l'époque, ça a été un moment difficile parce que on n'était pas forcément les meilleurs amis du monde avec parce le que bassin c'est resté à Thonon jusqu'en Ligue 2, c'est ça en national. Ouais, national. Donc, la montée en national. Et après, dès la Ligue 2, c'était Annecy. On n'avait plus l'agrément pour j'ai oublié un peu, pour rester à Thonon. Donc voilà, l'aventure était super. Par contre, la création du centre de formation, la création de Blonay. Il y a Blonay quand même. Voilà, donc. Alors moi, j'y ai passé énormément de temps. J'avoue que je dis pas que j'avais laissé mon travail, mais j'y passais beaucoup de temps. C'était plus qu'une danseuse quand même. Ouais, mais par contre, je pense que dans la vie, ce qu'il faut savoir, on perd jamais son temps. C'est-à-dire, finalement, ça m'a servi. D'abord, j'ai rencontré des gens chez Danone extraordinaires
qui avait une autre dimension de vision dans l'industrie, dans la gestion, etc., etc. Donc ça t'a servi aussi pour ton business? Ça m'a servi, c'est-à-dire que je me suis inspiré en écoutant ces gens-là et ça m'a fait grandir. Et finalement, c'est pour ça que je dis que j'ai passé des très très bons moments. Puis après, quand le club en 2013 a choisi une option radicale en changeant. Là, ça correspondait plus. Alors moi, on me disait que j'étais dans la frange Danone. Non, j'étais pas dans la frange Danone. J'étais simplement avec des gens dans la frange du projet qu'il fallait respecter parce que dès le départ, ils avaient fait le nécessaire pour arriver à ce résultat. Au jour d'aujourd'hui, celui qui venait derrière, c'était juste récupérer ce qu'avaient fait les autres, tirer les marrons du feu. Et finalement, on a vu. Je me suis trompé juste d'une chose, c'est qu'ils ont été 1 an plus vite que j'avais annoncé la mort. J'avais dit 3 ans. Je l'avais même dit en réunion d'OMS à Thonon, et finalement, ça a été 2. Voilà, avec le trou que tout le monde connaît. Oui. Par contre, est-ce que c'est descriptible pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, ce qui se passe dans la tête d'un président de club de foot qui monte en Ligue 1 ? Le soir où tu le sais, où c'est sûr, ça va se faire, c'est de la joie, ça explose, c'est la fête, ou c'est tout de suite les grandes responsabilités qui te tombent sur les épaules? Alors c'est tout à la fois, et puis surtout à l'assaut. Parce qu'on était quand même 18, et c'était compliqué parce que finalement... À l'association. L'association, pardon. Oui, parce qu'on disait à l'assaut. Non, parce qu'à l'assaut... On était 18 à l'époque, et il y avait 9 Tonnonnais et 9 Gaillardins. Et politique. Alors, ça dépend des gens qu'il y a eu au niveau de Gaillard, mais notamment, il y a eu un président à un moment donné qui s'appelait Monsieur Zanetti, auquel j'ai eu beaucoup de respect, et qui était vraiment très sympa, et on avait vraiment de très bons échanges. Il y a eu Alain Guet, c'était un petit peu plus compliqué, mais finalement, on est resté quand même à notre place. Donc, parce que dans le monde sportif, c'est pas parce qu'on est président d'assaut, on monte en Ligue 1, forcément, on était fiers, on était contents. Oui, c'est ça, moi c'est ton ressenti que j'ai. Bien sûr, on avait cette fierté, la finale de la Coupe de France. J'y étais. Ouais, c'est des victoires contre Marseille en Ligue 2. Enfin, j'ai des anecdotes contre le PSG aussi. Donc voilà, c'était pas le PSG de maintenant, mais en tous les cas, c'était un sacré exploit. Ça démarrait quand même. Voilà, aussi, c'était pas mal. C'était quand même une belle aventure. Il y a des gens qui ont composé. Le club, dans toutes les composantes du club, c'était intéressant. J'ai rencontré des gens que je reverrai certainement jamais, mais en tous les cas, des amis de Franck Ribou que j'ai pu côtoyer. Ouais, c'était vraiment, ça, c'était le côté intéressant. Mais nous, on avait une mission, c'était aussi de faire tourner les clubs amateurs. C'est ce que j'allais te dire. Il y avait les jeunes, la formation, il y avait tout ça. Donc, je pense qu'à l'époque, on s'en est pas si mal tiré, avec notamment, j'ai d'excellents souvenirs avec Nicolas Weber et Souleymane Cissé, qui aujourd'hui est sur Lausanne, et à l'époque il avait été quand même en finale du championnat de France U18, donc de tous les clubs professionnels, l'échelon national. Il y a quand même 4 fois, je crois que c'était 18 clubs en France, et l'Évian Thonon Gaillard était arrivé en finale, perdu contre, je sais plus, je crois que c'était Bordeaux, si je me rappelle bien, mais je suis pas sûr de moi. Mais Bordeaux, c'était la Ligue 1 qui a perdu Bordeaux. Oui, mais je crois qu'aussi en U18, on avait un centre de formation. À l'époque, il y a eu quand même quelques joueurs qui ont été vendus, qui ont fait la gloire du club. Donc on n'a pas eu le temps, mais on n'a pas eu le temps. Mais je pense à celui qui joue à Strasbourg, dont évidemment je ne vais pas me rappeler le nom, mais qui est très bon. Il se souviendra de nous. Il y a encore 4 ou 5 joueurs issus du centre de formation donc qui ont fait la fierté de l'ETG. C'était un vrai projet humain, ça clairement, mais économique aussi, parce que et éducatif. C'était un projet. Je pense que le grand public s'est pas bien rendu compte de l'ampleur de ce truc-là au moment où c'était là. Parce qu'il n'y avait pas que la Ligue 1 et le football, il y avait tout ça, tous ces jeunes qui sont venus en apprentissage. Il a fallu leur trouver du scolaire aussi, c'était avec Saint-Jean, avec Jeanne d'Arc, t'as monté avec Jeanne d'Arc essentiellement, et le Sacré-Cœur. Et le Sacré-Cœur. Et après, un peu plus tardivement, le lycée des Trois-Vallées. Donc, mais oui, c'était le foot en milieu scolaire, mais bon, ça c'est pas nouveau. Mais là, en tous les cas, il y avait des choses, on avait construit des choses, sport de haut niveau, c'était fantastique, quoi. Il y avait un engouement assez incroyable. Et en peu de temps, finalement. En peu de temps, en très peu de temps, en quelques années, quoi. Ouais. Et patatras, tu l'as dit. Patatras, c'est un énorme gâchis. Qu'est-ce que t'en gardes de cette période j'en garde une grosse frustration, et en plus
entre guillemets, j'ai été viré avant que le club est bien content d'ailleurs. Parce que j'ai pas été l'acteur finalement de la fin de la mort. Donc moi je suis parti en même temps que Patrick Trottignon, enfin à peu près à la même époque. En gros j'ai été destitué au sein de l'association parce que bon, il y a des gens qui ont jugé utile de donner le pouvoir à d'autres, et puis on a vu ce que ça a fait. Oui, parce que très rapidement derrière, tu l'as dit, 2 ans. 2 ans après, Piment on me téléphone, donc en juillet 2015, on m'appelle en me disant Jean-Louis, le club est mort, il faut que tu le ressuscites. Voilà. Et appelez-moi Jésus. T'as 1 heure pour redémarrer le truc. J'ai pas réfléchi, je dis OK. Ah oui. Donc j'ai travaillé avec l'administrateur judiciaire, Maître Ménet, à l'époque. Okay. Donc, rien à voir avec Félix Ménet, le dessinateur. Non, avec Monsieur Ménet, l'administrateur judiciaire. Ouais. Parce que là, c'était dépôt de bilan, dépôt de tout, dépôt de... Il n'y avait plus rien, quoi. Je ne saurais pas dire maintenant l'exactitude du trou, mais je crois qu'il était chiffré aux alentours de 15 millions. Ouais, tout de même, Donc c'était un fiasco financier orchestré par le conseil d'administration de l'époque, dont d'autres personnes étaient parties aussi, avaient quitté le bateau en voyant comment il était en train de couler. Les rats quittent le navire. C'était à peu près ça. Après, il y en a qui sont restés jusqu'au bout et qui ont plus ou moins assumé la perte. Et voilà. Et moi, on m'a dit, en juillet 2015, il y a 300 jeunes qui ne retrouveront pas d'école. Ils auraient peut-être retrouvé à terme, mais en juillet 2015, on m'a dit à la rentrée de septembre, ces gens-là sont inscrits nulle part. Et si on continue pas le centre de formation, parce que on avait obtenu de la Fédé une dérogation pour pouvoir continuer. Alors c'était plus le centre de formation parce que plus de club pro, mais continuer et rester inscrit en U18 national et en U16 national. Ah, tout de même. Voilà. Mais bon, ça coûtait cher, etc., etc. Mais bon, à l'époque, Maître Ménet m'avait bien aidé. On avait bien travaillé, on avait bien collaboré ensemble. Mais là, je peux vous dire, j'ai passé, je crois, la plus mauvaise année de ma vie parce que j'en ai vraiment bavé. Vraiment bavé. Alors heureusement, j'avais quelques copains qui m'ont aidé. Franck Ribou m'a aidé aussi à l'époque. Bon, pas beaucoup, mais il m'a aidé un petit peu. Il a aidé. Et on a redémarré le club, voilà. Et puis, très fier d'avoir remis tout le club en marche. Redémarrer les seniors, parce que la première année, la Fédé ne m'a pas autorisé à redémarrer en senior. C'est pour ça qu'on est redémarré en R2. Et encore, j'avais été... R2, c'est le 2e niveau régional. Non, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, non, c'est quand même pas mal. Mais je connais pas trop. Mais voilà, on repartait. C'est la 7e division, pour situer un petit peu. Enfin, donc, et à l'époque, j'avais été plaidé à l'Assemblée Générale de la Ligue Rhône-Alpes une place en R2, parce qu'il fallait que mes collègues présidents acceptent qu'on démarre directement en R2. Donc j'avais fait un bon lobbying auprès de mes copains présidents de la Ligue Rhône-Alpes. Et finalement, on avait eu l'obtention de redémarrer en R2. Alors la première année, ça a été une catastrophe parce qu'on redémarrait avec 0 senior en fait. Donc il a fallu monter une équipe avec Régis Bonnardo, qui travaille au PSG maintenant. Et on a fait une équipe quand on a pu. On s'est maintenu, mais du bout, vraiment à la dernière journée. Et puis comme on était égalité avec un autre belligérant, on a maintenu notre niveau en R2 cette année-là grâce au carton. C'est-à-dire qu'on avait moins de cartons que les autres. À quoi ça s'était joué. Ric-rac, quoi. Hein. Donc après, Patrick Trottignon est toujours resté aussi un peu autour de moi en me disant, allez, je vais te filer un coup de main. Il m'a filé un coup de main à l'époque. Et puis, l'avènement Ravi Truchot qui a débarqué. Donc là, si je vous raconte l'histoire, ça va vous faire rire. C'est grâce à Phil Collins, le chanteur. Genevois, de temps en temps. Ouais, mais il habite Genève, je crois. Ah non, c'est pas Lausanne, je crois que c'était Lausanne. Alors peut-être Lausanne, j'en sais rien finalement. Peu importe. Et que Patrick connaissait. Et puis, comme Patrick Trottignon avait été président du Servette, il s'était connu pendant cette période. D'accord. Voilà. Et donc, et en plus, le Phil Collins aimait le foot. Et il a rejoint après, un peu plus tard, il était à l'école à Blonay pendant 2 ans. D'accord. Voire peut-être 3, mais 2, j'en suis sûr. Donc, et Phil Collins a dit, tiens, j'ai un voisin à Miami, parce qu'il avait aussi une villa à Miami qui s'appelle Truchot, Ravi Truchot, et qui cherche à s'installer en Europe avec un projet, etc. Ils se sont rencontrés, après je l'ai rencontré, et puis c'est parti comme ça, et au jour d'aujourd'hui, voilà, le réseau. De nouveau, la chance sourit au club.
Donc avec des gens, Olivier Chavanon aujourd'hui, le directeur sportif, puis plein de gens qui gravitent autour, toujours une petite équipe, mais vraiment très impliquée, auquel j'ai gardé des liens. Oui, parce que toi, tu n'es plus président de rien. J'ai arrêté parce que j'ai vraiment fait le choix, mon choix professionnel, et j'avais beaucoup donné dans le foot, et je pense que j'étais en train de moins donner. Et je pense qu'un projet qui est en phase d'évolution, tel que je viens de vous le décrire, mérite des gens qui soient un peu plus jeunes ou un peu plus disponibles. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a une fine équipe. Alors on s'appelle régulièrement. Bien sûr. Je suis un peu l'actualité, de temps en temps je vais voir un match, etc. Mais j'ai bien décroché. Mais aujourd'hui, je sais que le projet il est entre de bonnes mains. Oui. Et ça redécolle gentiment. Il y a les filles aussi qui sont pas mal. Il y a des filles qui sont très bien, qui sont en D2 féminin. Donc cette année, ce sera encore une année de transition avec le maintien, mais je crois qu'il y a des objectifs. Et je pense que c'est une équipe qui peut atteindre le premier niveau national. Donc, on ne peut. En plus, celui qui m'a remplacé, donc Serge Garcia, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, parce que ça aussi, pour moi, ça a été une facilité de départ, parce que c'était quelqu'un en qui j'avais confiance, et quelqu'un qui continuerait, entre guillemets, le chemin, l'œuvre qui était mise en place. Donc, et aujourd'hui, ça se passe vraiment très bien. C'est quand même deux aventures qui ne sont pas différentes, parce qu'elles sont liées, mais il y a un sommet, un moment, une chute énorme, et là, ça redécolle. Ça redécolle, et j'espère que l'expérience de la première fois permettra de ne pas répéter cette erreur. Alors justement, je sais qu'avec Patrick Trottignon, parce que Ravi Truchot, on le voyait pas beaucoup en fait. Il y avait beaucoup d'échanges. Il est quand même, alors il est français comme vous et moi, mais il vit aux États-Unis. Il est dans le business, donc il n'avait pas non plus. Maintenant, il prend un peu plus de temps, je pense, pour s'occuper du club. Mais à ce moment-là, il fallait. Nous, avec Patrick Trottignon, on avait décidé de le protéger justement par toutes ces menaces extérieures qu'on a pu connaître. Parce que là, on peut aussi se reprocher au niveau de l'ETG, c'est que finalement le club était mal protégé. Mais voilà, parce qu'au départ, je répète, c'était plutôt une équipe de copains, des gens qui ont construit le club dans un but, mais dans un bon esprit. Et c'était ça. À partir du moment où, effectivement, quand il y a des gens qui croisent Mbappé ou qui croisent ça a été un peu gangréné, Neymar, ils perdent la tête, ils deviennent un peu fous. Effectivement, ça change totalement la donne. Et après, et j'en ai connu de TG qui ont perdu la main à cause de ça. Ils ont perdu la tête. Donc là, aujourd'hui, on a fait des statuts. Maintenant, donc l'expérience l'association l'association c'était pour dire d'abord moi je resterai pas à vie président d'association, et de façon à ce que celui qui me remplace, parce qu'aujourd'hui c'en est un en qui j'ai entièrement confiance, demain je sais pas qui ça peut être, c'était justement de préserver les intérêts du club et de dire on va vraiment blinder les statuts pour, si jamais on arrive au même niveau que le TG. Moi, j'y crois. Je pense que il va se passer des choses dans les prochaines années, mais que les choses soient bien protégées et que ce soit toujours les bonnes personnes qui soient au bon endroit. Donc là, toi, tu relaisses un bébé propre, un petit nouveau-né. C'est un nouveau-né, mais il est propre, il est bien né, si j'ose dire. Et là, on verra. Donc ça, chapeau. Et puis, dans ta longue vie chablaisienne, il y a une autre expérience. Tu as parlé tout à l'heure de ton papa qui est très impliqué dans la vie locale. La politique locale, c'est la politique près des gens, près des gens, puisque c'est la politique municipale. Et toi, donc, il y a 2 ans, 3 ans, tu t'es lancé à l'assaut de la mairie, si j'ose dire. Alors, j'ai tenté 2 aventures qui, malheureusement, n'étaient pas cumulables. Et ça, c'est un grand regret, mais tant pis, je ne savais pas. La première, c'est qu'on m'avait sollicité pour être juge au tribunal de commerce, et ça me plaisait bien. J'ai rencontré une équipe de gens vraiment très bien, et ça me plaisait bien. Mais un jour, mais j'avais dit avant que je me lancerais dans la politique. J'avais été contacté par Astrid Beau, donc j'avais dit oui. Et je n'ai pas reculé par rapport à ton engagement. Mais on m'a précisé à l'époque que je ne pouvais pas faire les deux. Donc il fallait que je fasse un choix. Et comme je m'étais engagé avant d'être au tribunal de commerce,
Peut-être que j'y reviendrai. Tu as quitté le tribunal de commerce pour te lancer, je donc, ne suis pas resté longtemps finalement, je suis resté un peu moins de 2 ans et c'est vraiment dommage parce que je commençais juste à sortir la tête de l'eau. Oui, parce que bon, voilà, pour bien comprendre les méandres de la justice et notamment du tribunal de commerce. Mais bon, ça a été une aventure. Et puis la vie municipale, d'abord, voilà, Tononnais, on je ne sais combien de vu, générations. Ton CV parle pour toi, si j'ose dire. J'ai oublié de préciser tout à l'heure en entrée que mes grands-parents étaient originaires du château de Ripaille. En fait. Ils n'étaient pas châtelains, ils étaient employés. Non, c'était Ils étaient employés. Dis la vérité, non, je vous dis la vérité. Ma grand-mère était cuisinière de la famille Necker. Ah. Donc, et mon grand-père faisait l'entretien de la forêt de Ripaille. Voilà. D'accord. Donc oui, là on. Après, ils ont été aux eaux douces à Rive pour ceux qui connaissent. Enfin bref. Ah oui. Donc voilà, c'est vraiment une famille Rivaillon, Ripaillon, enfin tout ce que vous voulez. Tullieran. Je connais à peu près tous les quartiers de Thonon, peut-être un peu moins du côté de Morcy, mais mais en Morcy, tous les cas, c'est plus récent. Mais là, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui m'échappe dans. Ouais, enfin tout ça pour dire que donc j'avais envie à un moment donné, et puis voilà, j'appréciais bien Jean Donnet, même si on lui a prêté. Quelques défauts, il en avait certainement, comme j'en ai aussi, comme tout le monde en a d'ailleurs. Et voilà, donc Astrid prenait la place de Jean Donnet, qui a eu du mal d'ailleurs à dire qu'il allait laisser la place. Mais voilà, donc je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qui se passe. Et en plus, ma spécialité, c'était l'économie, mais c'est vrai que l'économie, elle n'est pas traitée au niveau municipalité. Donc c'est l'agglo. Ouais, c'est l'agglo, mais je pourrais en dire 2 mots après. Juste dire, par contre, les sports, 20 ans de présidence, je pense que je connaissais à peu près tout. D'ailleurs, ça parle une bonne partie des présidents, notamment en sport co, je répète, parce que le rugby, je les connaissais par cœur, le foot américain, le basket, etc. Donc ça me permettait d'amener un certain savoir au niveau de la municipalité. Bon, voilà, les électeurs tononnais en ont décidé autrement. Et c'est puis, le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu, voilà. Donc je l'ai parfaitement accepté, voilà. Et au jour d'aujourd'hui, j'essaye quand même d'apporter ma contribution, même si on n'est pas sur la même liste. Il m'arrive de discuter assez souvent avec le maire adjoint au sport actuel. Et puis on échange tous les deux. Oui, parce qu'il y a quand même des discussions. On échange sur des points de vue. Je me définis pas comme un opposant. Parce que c'est pas dans mes gènes, mais je suis plutôt un constructeur. Alors c'est vrai que ça m'embête un peu parce que malgré tout, quand on n'est pas dans la liste de la majorité, on fait pas grand-chose. Ouais. C'est mon seul regret, mais j'irai jusqu'au bout de mon mandat parce que je me le dois vis-à-vis de ceux qui ont voté pour nous, donc je le ferai. Et la communauté de communes, là, effectivement, j'étais content parce qu'il y avait un secteur qui me plaisait bien, c'était l'économie, et c'est un... Alors, on m'avait demandé de rentrer dans la commission économique, et puis force est de constater que ça ne servait à rien parce qu'elle n'a jamais fonctionné. Donc voilà, notre vice-président chargé des affaires économiques a cru bon, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il pensait que j'étais un opposant, que j'allais lui poser des problèmes. Donc finalement, le maire de Périgny n'a jamais tenu une seule réunion de conseil économique. Donc c'est dommage parce que j'avais quelques idées pour le Chablais. Je pense que le Chablais, en termes d'industrie ou autre, a une bonne place à prendre parce qu'on est dans la périphérie de Genève. Genève qui n'a plus les moyens de se promouvoir parce que finalement, la plupart d'industries se trouvent à Plan-les-Ouates. Et quand vous allez faire un tour dans le coin, des terrains disponibles, il n'y en a plus beaucoup. Donc en fait, où est-ce qu'il doit lorgner ? Soit dans le Pays de Gex, mais c'est guère mieux, soit dans le Genevois, et là, il y a quoi faire, ou soit dans le Chablais. Donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour... Si je voulais mettre mes capacités, ou en tous les cas ce que je pense être quelques capacités, à aider pour pouvoir promouvoir l'emploi dans le Chablais. Après, on va peut-être me dire que finalement, il n'y en a peut-être pas besoin. Le mandat n'est pas fini. Non, le mandat n'est pas fini, mais je me fais guère d'illusions parce que... Voilà, on voit bien que de toute façon, c'est d'une logique implacable quand on n'est pas élu, quand on n'est pas issu d'une liste majoritaire, gouvernante. Ouais, on ne sert pas à grand-chose. Ouais. Mais je pense que notre maire actuel a vécu la même chose dans les années précédentes. Oui, bien sûr. On va dire que c'est un juste retour des choses. Moi, je trouve que c'est désolant, mais voilà, c'est comme ça. Et puis il l'a supporté pendant longtemps. Pendant longtemps, pendant 4 mandats. Si il a été courageux. Il a été courageux. J'espère pour lui qu'il aura au moins 4 mandats pour se rattraper des 4 mandats en retard. Va savoir. Mais voilà, donc moi, c'est un constat que je fais. Je trouve dommage qu'on serve à pas grand-chose. Une petite déception. Et qu'on nous prenne peut-être uniquement pour des râleurs, ce qui est d'ailleurs un petit peu vrai, parce que finalement, on ne sert pas à grand-chose autre que râler, ou en tous les cas d'expliquer les choses qu'on juge qui pourraient pas, en fait. Mais voilà.
Voilà, donc ma vie politique, elle se résume à ça. T'as tenté le coup? Ouais, mais c'est vrai que je pense que je recommencerai pas. J'aiderais, je pense qu'il y a des jeunes qui pourront prendre le... Puis Thonon est une jolie ville, le Chablais est une jolie région. Ouais. Je souhaite simplement que... Alors on parlait d'Évian tout à l'heure, Ouais. c'est drôle parce que moi à l'époque, pourquoi on s'appelle encore aujourd'hui Thonon Évian Oui, pour le club de foot. GG, là. Grand Genève, parce qu'à l'époque c'était donc Marc Francina qui m'avait appelé, le club d'Évian était en perdition, Lui aussi Oui, Luzel. Et il m'avait dit, il m'appelait comme ça, il me disait Escoffier, toi tu connais bien le foot, tu vas me reprendre tous les gamins là, d'Évian parce qu'on ne sait plus qu'en faire. Alors il y avait un club qui naissait à côté, le FC Évian, qui d'ailleurs depuis a fait un joli travail aussi au niveau des jeunes, comme à Thonon au niveau de l'AS Thonon, parce que tous ces gens-là ont leur place. Et j'avais apporté la preuve, on m'avait dit tu verras, de toute façon avec Évian et Thonon ça marche jamais, l'athlétisme ça n'a pas marché, le hand ça n'a pas marché, etc. Ça a marché. Et puis ça marche et ça marche toujours, donc je suis très content. Et preuve en est que j'avais toujours dit que chez nous, moi je militais pour qu'on canalise la Drance à Bioge et pour qu'on creuse un tunnel de Bioge jusqu'à Saint-Gingolf et comme ça on aurait pu dire qu'on n'a plus la Drance à traverser parce que c'est celle qui fait une frontière, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, moi non plus. Très franchement, je ne peux pas te dire. Puis quand vous mettez une dose d'Amphion publiée au milieu, ben voilà. Moi, je constate qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels ça fonctionne bien. Il y a, c'est vrai, souvent des gens qui ont du mal à se parler, mais ceux qui se parlent, ils arrivent à faire des trucs super bien. Donc, a priori, tout n'est pas terminé. Non, puis surtout qu'il y a des idées dans l'avenir du Chablais. Je pense qu'il y a deux mondes qui doivent travailler l'un à côté de l'autre, mais qui n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts. Appelons-la comme ça, c'est la zone lac et la zone montagne. Oui. Je pense que ça a du sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, travailler de Saint-Gingolf à Végy, plutôt sur le bas, plutôt tiré. Alors effectivement, il y a une part de tourisme liée au lac, parce que le lac est un atout majeur au niveau du tourisme, mais c'est un atout aussi pour le travail, pour le travail industriel, commercial, etc. Puis c'est une belle région où on peut encore attirer pas mal de gens. Et puis la zone montagne qui n'a pas les mêmes impératifs, qui en a aussi d'énormes. Alors là, on peut dire que le tourisme et plutôt l'agriculture ont un rôle important à jouer. Et je pense que le vrai sens de l'organisation du Chablais passe par là, quoi. Mais plutôt que d'aller prendre une ville au profit d'une autre communauté de communes. Voilà, et je peux vous dire, j'en parle librement avec le maire de Publier, avec le maire d'Évian, un peu moins que le maire de Thonon, vous comprendrez vite pourquoi. Mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui, c'est des débats qui intéressent plus personne, quoi. Il faut pas raisonner comme ça. Non. Il faut vraiment raisonner dans l'économie d'un pays et avec notre beau Chablais, et déjà commencer à se battre avec le nord du département qui souvent nous sous-estime ou nous mésestime. Donc soyons cohérents. Nous, Chablaisiens, on doit être... alors je fais pas de politique aujourd'hui, mais un petit peu quand même. Mais nous, Chablaisiens, marchons unis. Main dans la main. Non, mais il faut... La région annécienne, pour l'avoir vécu, ça le col des Vires, moi ça fait 60 ans que je le passe. Le col des Vires, il restera toujours le col des Vires ou le col du Montsion, quoi. On sait très bien, pour ceux qui connaissent bien le coin, ils savent très bien de quoi je veux parler. Donc voilà, il faut être... encore qu'aujourd'hui, on est content, parce que notre président du conseil départemental est fausse ignorant. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tous les cas, elle est ancien maire de Bonneville et auquel on a une grande confiance, parce que je pense qu'au niveau du Chablais, pour nous, ça va apporter un plus. Ou en tous les cas, il y aura une égalité qui sera bien mieux respectée. Même si l'ancien président était aussi, quand même, faut se le dire, pro-chablaisien, il avait quand même, on va dire pro-chablaisien, on va dire qu'il était pro-savoyard, Savoyard. Voilà, mais malgré tout, on voit bien... dans certaines décisions qu'on est quand même le parent pauvre du département. Ça arrive, oui, effectivement. Donc il faut, faut bien être conscient et puis faut bien. Les gens qui nous écoutent ont besoin d'efficacité. Ils veulent des choses efficaces. Bah voilà. En tout cas, Jean-Louis, merci d'être venu, d'avoir passé ce petit moment avec moi. Ça m'a fait plaisir. Oui. Oh, mais t'as causé. Oh, c'est rien. Ah, j'ai causé. Au plaisir de te revoir. Je dois faire partie du record maintenant. Non, on verra ça. Bah merci Michel. Puis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.